Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste du journalisme et des médias en général. Bonsoir Jean-Marie Charon. Bonsoir. Alors vous sortez une enquête, jeune journaliste, l'heure du doute, qui est parue chez Entremise. On va revenir sur cette enquête tout au long de cette émission. Alors déjà, il y a un chiffre qui est marquant. 40% des détenteurs de la carte de presse qui ont moins de 30 ans quittent le métier au bout de 7 ans ou moins. Est-ce que c'est parce que le métier a tellement changé, il est devenu insupportable, ou est-ce que c'est que les jeunes journalistes s'engagent peut-être sans assez se renseigner sur l'exigence du métier? Alors déjà, si vous voulez, ce chiffre, c'est intéressant parce qu'il a été produit par Samuel Bourron, qui est un chercheur universitaire de Dauphine. À l'époque, il travaillait pour l'Observatoire des métiers de la presse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait une comparaison dans le temps. Et je crois qu'il avait regardé pour 98, donc vous voyez un petit peu l'écart de temps. Il arrivait à, je crois, 28%. Donc vous voyez, on a quand même une amplification du phénomène des départs. Et nous, c'était effectivement, je dis nous parce que j'avais fait une précédente enquête avec Adenora Pijola qui s'appelait « Hier, journalistes, ils ont quitté la profession ». Et on avait été frappé, si vous voulez, par le fait que on avait une très grosse proportion, justement, dans les gens qui avaient quitté la profession, de très jeunes, quoi. Et donc, il y avait une incitation, effectivement, à s'interroger sur ce qui pouvait se passer pour ces premières années. Alors, vous me dites, est-ce qu'ils ne savaient pas, ou est-ce qu'ils sont un peu crédules? En fait, pas vraiment, si vous voulez. C'est-à-dire que alors effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça fait pas rêver quand même le journaliste. C'est ce que vous racontez. En tout cas financièrement, c'est un SMIC pour la plupart en tout cas de cette tranche d'âge. Oui. Et c'est des conditions de travail très compliquées. On n'est plus sur le terrain, on est principalement derrière son ordinateur. Oui, mais alors si vous voulez, c'est ça qui peut paraître un peu paradoxal, et c'est ça d'ailleurs qui a conduit à cette enquête qui vient compléter la précédente, c'était de se dire d'un côté on a ces phénomènes de départ, et en même temps que se passe-t-il au niveau des appétences? Est-ce que les jeunes ont toujours envie d'aller vers le journalisme? Et si vous voulez, pour avoir beaucoup de contacts avec les écoles de journalisme, et notamment avoir présidé la Conférence nationale des métiers du journalisme qui coordonne ces écoles sur certains domaines, eh bien je savais par mes amis directeurs d'école que les concours sont toujours aussi recherché, si vous voulez. Donc, on peut pas dire qu'il n'y ait pas d'appétence, pas d'envie de venir vers cette profession. Et effectivement, il y a un paradoxe que vous soulevez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils ne se font pas d'illusions en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, en gros, le parcours très fréquent, c'est j'y pense vers la troisième ou au lycée. Souvent, d'ailleurs, le stage de troisième, vous savez, le stage en entreprise qui est obligatoire, beaucoup vont le faire dans des rédactions pour voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche les médias, et c'est souvent là que les choses vont les intéresser. Ensuite, ils vont beaucoup se renseigner parce que on leur a dit très vite que c'est pas très simple de rentrer dans cette profession, donc beaucoup se renseigner sur le parcours à suivre. Ils savent tout de suite que c'est un parcours qui va être difficile à franchir. Il faut faire une école alors? C'est ce que vous dites un peu dans... En tout cas, c'est devenu la règle. C'est devenu la règle. C'est vrai que là encore, c'était quelque chose qui était beaucoup moins fréquent. Moi, je me souviens avoir fait une enquête sur la profession dans les années 90, qui s'appelait Carte de presse. À l'époque, c'était un peu une photographie de la profession. Et on avait encore beaucoup de journalistes qui étaient arrivés sans avoir fait ils avaient souvent fait des cursus universitaires, voire certains même sortaient du bac. Mais l'école de journalisme était loin d'être le passage obligé. Là, je me rends compte dans cette enquête que c'est vraiment quand même alors, il y a différentes formes de formation au journalisme. École, d'ailleurs, ça peut prêter à confusion. Il y a ce qu'on appelle des écoles reconnues ou des formations reconnues par la profession, c'est-à-dire... Il y en a 14, je crois. Il y en a 14, voilà. Ensuite, vous avez des universités, vous avez des IEP qui forment aussi au journalisme. Paradoxalement, ce sont des formations reconnues par l'État, mais qui ne sont pas reconnues par la profession, souvent sur des questions d'encadrement, mais est-ce qu'il y a trop d'écoles, alors justement, parce qu'il y a énormément d'écoles privées, certaines qui forment vraiment des journalistes, on peut penser à l'ESJ Paris, il y a quand même des gens qui trouvent du boulot à la sortie, mais est-ce qu'il n'y a pas un business de l'école de journalisme
journalisme où on va faire croire un peu comme on pourrait faire croire à des chanteurs ou à des artistes qui vont devenir célèbres, et beaucoup de jeunes journalistes qui sont dans des situations financières parfois très 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 critiques, qui n'ont pas les parents derrière, et ça crée de la misère, hein, même au sens propre. Tout à fait. Hein. Vous avez raison, il y a certainement à réfléchir, et d'ailleurs je pense que ce livre, la vocation de ce livre, c'est aussi, je sais bien qu'il faut pas, je suis pas dans l'idéalisme complet, mais je pense que c'est important de poser le problème hein, tel qu'il est. Si vous voulez, par exemple, je suis extrêmement troublé de voir que dans une enquête où j'ai fait des appels à candidats sur les réseaux sociaux, hein, avec beaucoup de gens donc qui se sont présentés en me disant d'accord, je suis prêt. Du coup, j'ai fait un peu un choix de telle manière à voir un peu toutes les filières, et j'ai été obligé de faire plusieurs fois des rappels pour justement ces écoles privées, non reconnues, j'allais dire commerciales parfois, effectivement. Et là, je me demande effectivement pourquoi j'ai eu tellement de mal à trouver des gens qui sortaient de ces écoles alors qu'on sait qu'ils forment beaucoup. Donc effectivement, il y a une ambiguïté. Mais si vous voulez, je voudrais quand même revenir un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas d'illusions. C'est-à-dire que c'est ça un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils savent que ça va être dur, ils savent que les études vont être dures, ils savent que parfois coûteuses aussi, hein, beaucoup de ces écoles commerciales, enfin privées sont chères, et ils savent que l'entrée dans la profession va être difficile. Donc si vous voulez, ce qui emporte le tout, en fait, ce sont les motivations, quoi. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que les motivations, j'ai l'impression, pour avoir donc un peu ce recul, pour avoir aussi été enseignant au centre de formation des journalistes pendant pas mal d'années dans les années 90, je vois que les motivations ont changé. À l'époque, c'était beaucoup, je veux être journaliste pour m'exprimer, pour jouer un rôle un peu, je dirais, un peu dans le débat politique, dans le débat d'idées, vous voyez, avoir presque engagé, quoi. Voilà, et puis avoir de l'influence, si vous voulez. Mais alors qu'aujourd'hui, ce qui va ressortir davantage, c'est être utile, c'est être au service des gens, c'est un peu être un médiateur social, vous voyez. Et là, c'est marrant parce que c'est quelque chose, je me souviens que j'avais une collègue nord-américaine qui avait fait une thèse dans les années 90 où elle comparait les journalistes américains, les journalistes français, les journalistes allemands, et elle nous disait, c'est curieux, aux États-Unis, le journalisme, c'est un métier social. C'est un métier de médiateur social. Alors qu'en France, ça reste un métier plutôt de prestige, un métier d'expression, etc. J'ai l'impression qu'on a rejoint un peu, si vous voulez, ce modèle nord-américain où le journalisme se perçoit beaucoup plus comme un médiateur social, quoi. Alors le problème, c'est qu'effectivement, pour être un médiateur social, il faut être sur le terrain, et le terrain, c'est ce qui manque beaucoup à ces jeunes journalistes. Mais alors... avant, quand je dis avant, c'était pas il y a si longtemps que ça, dans les années 90, il y avait encore beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent dans les médias en France. Il n'y avait pas l'internationalisation qu'il y a eu avec CNN et la guerre du Golfe, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les chaînes d'information. Et les journalistes étaient plutôt bien payés, et en tout cas avaient des moyens pour aller, si on pouvait les envoyer le lendemain en Thaïlande, même en presse écrite, ils partaient. Du coup, on pourrait penser que les meilleurs devenaient journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, les meilleurs éléments ne vont pas se censurer directement en disant c'est trop difficile le journalisme, et aller faire autre chose, un peu la même critique qu'on pourrait faire pour la politique, hein. Oui, alors si vous voulez, c'est effectivement ce qui est extrêmement... vous avez raison d'insister hein, sur la situation économique des médias. Je crois qu'on a gardé, y compris dans la classe politique aujourd'hui, une représentation comme quoi les médias, c'est un peu un secteur un peu doré. On a tous en tête hein, des salaires qui nous étaient annoncés de journalistes vedettes, hein, entre guillemets, parce que les autres, c'était très différent. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je pense que c'est surtout l'arrivée de l'Internet et surtout le développement de l'Internet à partir des années 2000-2010 et cette montée des grands opérateurs, hein, ce qu'on appelle les GAFAM ou les grandes plateformes. Pourquoi elles jouent un rôle? D'une part, évidemment, parce qu'elles attirent beaucoup de public, mais surtout parce qu'elles aspirent énormément des revenus qui étaient les revenus des médias précédemment. Et donc, effectivement, les rédactions ont eu tendance à diminuer leurs effectifs. Hein. Il y a 10% de moins de journalistes en France aujourd'hui qu'en 2009, hein, qui était la période maximale. Alors qu'il doit y avoir beaucoup plus de médias, non? Alors qu'il y a beaucoup plus de médias, et que surtout, dans chaque média,
on demande de faire beaucoup plus. Voilà. Hein, parce que hier, par exemple, dans un quotidien, bon, d'accord, je préparais mes articles en fonction de l'heure de bouclage, etc. Aujourd'hui, notamment, par exemple, si on prend le cas d'un quotidien local, hein, eh bien, aujourd'hui, on va demander à ce journaliste qui arrive le matin, on va lui demander d'arriver plus tôt. Pourquoi plus tôt? Pour pouvoir servir le site internet. Bien sûr. Et tout au long de la journée, on va lui demander, à chaque fois que quelque chose se produit à proximité, quelle que soit la nature de ce qui se produit, de faire une vidéo, de faire un son, de faire des images, enfin, ou de la photo, etc., et des textes aussi, et de remonter ça le plus vite possible vers effectivement le site internet. Donc effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup plus de travail, hein, beaucoup plus de production sur différentes plateformes, différents supports, différents formats. Par exemple, toute une partie des journalistes aujourd'hui dans les rédactions vont devoir travailler sur les réseaux sociaux, hein, parce que il faut être présent. Ils vont pas produire de l'information en tant que telle, mais ils vont être le relais. Voilà, ils vont faire de la veille et en même temps ils vont être le relais de ce qui se produit dans leur rédaction pour le mettre à la disposition du public et intéresser le public. Donc effectivement, vous avez raison, moins de journalistes qui doivent travailler davantage, donc une tension incontestable dans les conditions de travail. Aussi, si vous voulez, le fait que, et ça ils le savent hein, au moment où ils vont arriver dans les rédactions, le fait qu'on a beaucoup plus de ce qu'on appelle du journalisme assis, vous parliez tout à l'heure du terrain, beaucoup plus de journalisme assis, parce que ce numérique, en fait, demande beaucoup plus d'avoir des journalistes qui, à longueur de journée, vont produire du contenu pour les réseaux sociaux ou pour le site d'information. Et là, ces journalistes-là qui travaillent dans ce qu'on appelle des desks, hein, desk web ou desk internet, eh bien, ils vont travailler dans certains, je pense par exemple à un journal comme Le Monde, c'est du 24 heures sur 24. À tel point d'ailleurs que les journalistes du Monde qui produisent la nuit pour le site d'information sont pas en France, ils sont aux États-Unis. Ils ont une petite équipe de journalistes qui sont aux États-Unis pour pouvoir faire ça. Et ça se traduit par le fait que là où, si vous voulez, le journaliste arrivait le matin, avait son heure de bouclage le soir, ou alors si c'était en radio-télé, on avait des horaires en fonction des éditions. Là, aujourd'hui, lorsqu'on est dans Desk Web, on travaille un peu comme à l'usine. C'est-à-dire, on a des horaires, vous savez, des équipes qui vont succéder avec des horaires qui vont être extrêmement rigides et avec effectivement le sentier et puis des cadences. Hein, dans le livre, je cite un certain nombre de propos où des personnes me disent je dois faire 5 articles par jour et même dans certains cas par demi-journée, voire par heure. Beaucoup de journalistes qui se définissent comme ouvriers de l'information et c'est vrai qu'il y a des similitudes sur l'organisation du travail. Il y a une autre chose qui me semble être préoccupante si on revient sur les débuts dans le journalisme, c'est-à-dire même à l'école et puis après quand on commence à travailler et qu'on est très mal payé, qu'on est jeune journaliste, si on n'a pas un soutien familial, si papa-maman ne mettent pas à disposition un appartement, si on parle par exemple de Paris où la majorité du travail se passe, on a beaucoup plus de mal, voire c'est impossible de continuer à travailler, surtout quand on gagne 1 000 € par mois. Alors il y en a certains qui font des petits boulots, alors c'est aussi préoccupant. Mais on peut s'inquiéter pour la diversité de la profession de journaliste, puisqu'on peut imaginer que du coup à terme, il y aura que des enfants de bourgeois qui seront journalistes, puisque ce seront qu'eux qui auront pu passer le cut des 5-6 premières années. Je vous cache pas que c'est une des motivations aussi d'avoir produit ce livre, hein, parce que si vous voulez, on est dans une profession qui, rappelez-vous, la crise des banlieues au début des années 2000, etc., on n'arrêtait pas de répéter, mais les médias ont du mal à travailler sur les banlieues, sur ce qui se passe effectivement dans les milieux populaires, parce qu'ils ne viennent pas de ces milieux populaires. Or, depuis cette période-là, il s'est passé quelque chose de très important, c'est le fait que les écoles de journalisme, ça a d'abord été l'Institut pratique du journalisme qui a développé ça, et de plus en plus, grâce aux évolutions des lois, notamment sur l'alternance, on a effectivement le développement de l'alternance. Dans les écoles reconnues aujourd'hui, 40% des jeunes passent par l'alternance, ce qui leur permet effectivement de générer des revenus pendant leur formation, donc de financer leur formation, hein, les lieux, l'endroit où ils vont habiter, voire les coûts d'inscription, et en même temps d'avoir le sentiment qu'ils vont rentrer beaucoup plus vite
dans le concret de l'activité. Et ça a un effet, moi, que j'observe très bien dans l'enquête, si vous voulez, c'est que, alors attention, c'est du qualitatif, c'est-à-dire que ce sont pas des statistiques, hein, mais c'est quand même une indication. J'ai pratiquement un tiers de jeunes qui se disent issus de milieux populaires. Ça veut dire quoi? Enfants d'ouvriers, d'employés, de petites professions de service, de petits artisans ou de petits agriculteurs. Et c'est eux qui disparaissent aussi. Et c'est eux qui vont. Et effectivement, comme vous avez raison, c'est-à-dire que quand ils vont sortir de l'alternance, et ça aussi on les a prévenus, mais c'est difficile de l'intégrer probablement, eh bien on va pas leur dire, même lorsqu'on est dans le service public, hein, Radio France, France Télévisions, etc., on va pas leur dire, ah bah d'accord, eh ben, on va t'embaucher tout de suite. Non, il va effectivement y avoir ce qu'on appelle la précarité. Rendez-vous compte que dans les 30 ans et moins de 30 ans, 2 journalistes sur 3, 66%, sont dans des situations de précarité. Et donc là, effectivement... Précarité, c'est moins du SMIC? Alors, la précarité, ça peut être 2 choses. Ça peut être ce qu'on appelle des piges, hein, c'est-à-dire le travail à façon, on va dire. On peut gagner très bien sa vie en étant en pige. En même temps. Oui, mais quand on est déjà reconnu, quand on a un réseau, quand on a de l'expérience, vous voyez. Mais quand on est au début, qu'on manque de réseau, eh bien on va avoir moins de commandes, on va souvent vous proposer des choses moins gratifiante et beaucoup moins bien payée. Et alors, il y a d'autres formes de précarité. Ce sont les CDD, hein, les contrats à durée déterminée, qui vont venir plus ou moins régulièrement. Et là, on va parfois avoir des périodes de chômage et des choses comme ça, qui font que même si les CDD sont souvent mieux payés, effectivement, que les piges au début, ce sont souvent ces périodes internes, vous voyez, entre les CDD, qui vont ruiner un peu les moyens. Et donc, vous avez effectivement raison. Eh bien, si il n'y a pas de la part des entreprises, dans quelques cas, c'est le cas. Mais s'il n'y a pas de la part des entreprises la préoccupation de se dire, cette fille-là, ce garçon-là est vraiment très intéressant et il faut que je me débrouille pour qu'il ait un flux de piges ou que je trouve... En même temps, c'est censé être dans leur intérêt, non ? Oui, tout à fait. Mais un certain nombre d'entreprises, si vous voulez, peut-être parce qu'on est dans une situation économique plus difficile, vont avoir un peu tendance d'être... ils sont nombreux, je manquerai jamais de personnes, d'où leur sentiment de dire... on est des pions interchangeables. On ne cherche pas à faire monter particulièrement des jeunes journalistes. Pas suffisamment, oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces médias qui sont donc... Pour la plupart, derrière, il y a un grand groupe, industriel ou pas, mais un grand groupe. Est-ce qu'ils gagnent encore de l'argent, ces grands groupes? Parce qu'on peut se dire, peut-être qu'avant, ils s'en gagnaient pas non plus, mais ils s'en fichaient. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'investissements qui sont encore réalisés dans le monde de la presse, alors qu'on voit que les journalistes sont très mal payés et qu'on leur répète à longueur de journée qu'ils ne sont pas rentables? Si vous voulez, il y a, une fois de plus, hein, on est vraiment dans une période de transition, hein, dans laquelle effectivement les revenus ont beaucoup baissé et dans lesquels effectivement les nouveaux revenus qu'on peut espérer, par exemple en matière de presse écrite, ça va être de transformer ce qu'était le lecteur papier en abonné numérique, hein, ce que réussit par exemple un journal comme Le Monde ou aux États-Unis un journal comme le New York Times. Mais il faut hélas observer aussi bien aux États-Unis qu'en France que par rapport à la panoplie, à l'éventail des titres, eh bien il y en a que quelques-uns qui réussissent à faire cette transition. Et ils réussissent à faire cette transition parce que ils ont, dans le cas du Monde, il y a eu une recapitalisation importante, il y a eu des investisseurs qui savaient qu'il y aurait besoin de réinvestir pour permettre cette mutation, mais dans beaucoup d'autres endroits, soit il n'y a pas cette capacité capitalistique, soit il n'y a pas cette envie suffisamment d'accompagner, et effectivement, il y a un appauvrissement et une fragilisation. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que partout, on a moins de revenus. Pourquoi ? Moins de publicité, et lorsqu'on est en presse écrite, moins d'acheteurs. Hein. Donc, il faut être capable de passer cette espèce de pont un peu difficile, et il n'y a que les investisseurs qui peuvent vous permettre de passer ce pont. Ces investisseurs, quand ils achètent en général une chaîne de télévision, une station de radio, un titre de presse écrite, selon vous, c'est pour quelle motivation? C'est avoir de l'influence, s'implanter dans un pays quand c'est un investisseur étranger?
Alors je pense que si vous voulez, on n'a pas un modèle unique, hein, et c'est peut-être d'ailleurs dans les débats qu'on a beaucoup en France sur la concentration. Je pense qu'on a tendance à assimiler tous les investisseurs, par exemple à un Vincent Bolloré, dont on imagine son métier était ailleurs, tout à fait ailleurs, et qu'il est beaucoup plus préoccupé, je dirais, par la transformation des lignes éditoriales des médias qu'il rachète, quoi. Donc on va dire c'est plutôt des problématiques d'influence, oui, d'opinion. Voilà, d'opinion, d'influence politique, etc. Mais on a aussi des investisseurs qui continuent à avoir l'image selon laquelle ce secteur des médias, c'est un secteur, je dirais, assez stratégique du point de vue de l'économie. Hein, et pour lesquels l'activité qui est la leur, qui peut être relativement proche, je pense par exemple à un Xavier Niel qui est dans la téléphonie, dans l'internet. Pour lui, je pense que son investissement, par exemple dans Le Monde, hein, il n'est pas que dans Le Monde, mais dans Le Monde, ça correspond, je dirais, à une vision qu'il a, hein, une projection qu'il a sur ce que sera un peu le paysage de l'économie de demain. On a encore ce type d'investisseurs qui sont présents. C'est un peu le cas aussi du groupe hongrois qui a investi en France, voyez. Mais c'est vrai que... Tchèque, non, plutôt, vous parlez de Kretinsky ? Oui, Kretinsky, oui, pardon, tchèque, pardon. Mais c'est vrai qu'on a aussi des investisseurs sur lesquels alors il peut y avoir aussi des problématiques un peu fiscales, hein. Par exemple, vous avez un CMA CGM là, qui la Provence, je crois. Oui, qui rachète la Provence, qui vient de racheter la Tribune, qui vient de lancer la Tribune dimanche, enfin, etc. Là, on se demande si c'est pas plutôt à la fois des problématiques fiscales, puis peut-être aussi une certaine vision, un rôle social, se dire qu'on joue en tant que grand, c'est un des groupes les plus puissants et les plus rentables français aujourd'hui, jouer un rôle dans la société, quoi. D'accord. Alors, il y a une question, moi, que je me suis posée à la lecture aussi de votre ouvrage, c'est que vous dites beaucoup que le web, effectivement, est assez ingrat pour ces jeunes journalistes et qu'ils ont du mal à faire leur trou dans les grands médias. Est-ce que vous avez des exemples de pure players ou de médias qui auraient été fondés dans ces 10 dernières années par des jeunes journalistes qui, justement, en auraient eu marre et auraient décidé d'instaurer un nouveau modèle numérique? Est-ce que c'est possible et est-ce que ça existe? Alors écoutez, j'allais vous répondre oui, tant que vous m'aviez pas dit jeune. Parce qu'effectivement, le numérique c'est vrai qu'on a une image du numérique avec des sites d'information qui avaient été créés, par exemple, si vous prenez des sites comme l'Internaute, le Journal des femmes, etc., ce sont des groupes qui avaient investi pour produire de l'information gratuite, donc qui visait le marché publicitaire, qui d'ailleurs a été racheté maintenant par le groupe Figaro. Hein. Mais vous avez aussi des gens qui avaient une vision, je dirais, assez différente, qui pensaient que pour faire de l'information de qualité, il y avait besoin de revenus importants et que ça passait effectivement par un public qui financerait cet investissement. Alors c'est vrai qu'on a un exemple très vertueux avec de l'investissement qui a été fait par, d'ailleurs au départ, on va dire une espèce de panier d'investisseurs dans lequel il y avait Niel d'ailleurs à l'époque, mais d'autres aussi, et puis des journalistes, mais des journalistes aguerris qui avaient quitté leur rédaction souvent au travers de plans sociaux et de choses comme ça, et qui ont remis dans cette entreprise qui allait se créer, donc en l'occurrence c'est Mediapart, hein, pour créer un pôle capitalistique suffisant pour vivre. Et là, c'est probablement le meilleur exemple de site d'information pure player qui aujourd'hui a un public... avec une politique salariale qui est plutôt bonne, de l'aveu des journalistes de Mediapart eux-mêmes. Tout à fait, une politique salariale et il faut bien le dire, on a souvent en tête l'orientation, un peu la grille de lecture qui est très très nette, hein, qui est très annoncée, mais aussi c'est vrai une politique commerciale qui a été assez bien pensée avec des moments de gratuité, des choses comme ça. Donc on a aussi des choses qui sont peut-être moins voyantes, mais par exemple vous avez d'anciens journalistes de Libération qui ont créé Les Jours, hein, qui est aussi un site d'information, là très original, hein, puisqu'il ne s'agit pas de suivre toute l'actualité, mais d'identifier quelques sujets d'information et de les suivre dans la durée.
par exemple, une question comme ce qui se passe aujourd'hui dans le au Moyen-Orient va être suivi dans la durée, de la même manière que certains problèmes d'environnement. Enfin, il y a toute une série comme ça, et on n'aura que très peu de sujets traités, mais dans la durée. Donc ça, c'est un site qui est beaucoup moins, je dirais, riche que Mediapart, mais qui a réussi, qui trouve petit à petit son modèle économique. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai pas en tête, alors que j'avais travaillé sur le sujet à la demande de Fleur Pellerin à l'époque au ministère de la Culture, sur effectivement la création de Pure Player. J'avais rencontré à l'époque beaucoup de jeunes journalistes qui créaient leurs propres sites, des sites de reportage, des sites d'enquête, etc. Presque tous ont disparu, quoi. Parce qu'il n'y avait pas, je pense qu'il y avait des idées éditoriales intéressantes, mais il n'y avait pas l'apport capitalistique est nécessaire. Parce que ça coûte cher de partir sur le terrain, voilà, évidemment. Ça coûte cher, tout à fait. Est-ce que il y a aussi un argument un peu contre le milieu du journalisme dans votre ouvrage, c'est le management. On a vraiment l'impression, quand on vous lit, qu'il y a des chefs qui sont assez injustes, voire même dans la limite de la loi, puisque vous parlez de faits de harcèlement. Oui. Alors que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à s'imaginer que le journalisme a un fonctionnement horizontal. Pas du tout. Pour vous, c'est un monde qui est extrêmement vertical. Oui. Et là, je pense que c'est effectivement un sujet de désappointement. C'était pareil avant, ça, selon vous? Oui, je pense que si vous voulez, on a quand même enfin, ça dépend des médias, hein, mais on avait quand même une certaine verticalité. Mais c'est vrai que probablement ça s'est renforcé. Par exemple, dans les médias, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, dans l'audiovisuel, dans les grandes chaînes, par exemple, encore plus dans les chaînes d'information en continu, on a une espèce d'obsession qui n'existait pas précédemment, qui est la concurrence des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a conduit à adopter, je dirais, un mode de pilotage d'un certain nombre de journalistes à qui on va demander principalement de ramener pour la rédaction ce qui est déjà sur les réseaux sociaux. Et donc ça va créer effectivement une concurrence, hein. Oui, une concurrence, puis des conditions, si vous voulez, dans lesquelles les journalistes ont l'impression de travailler complètement encadrés, d'être des exécutants. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain et on leur dit ce qu'il faut dire. Voilà, alors que... voilà. Je veux que tu ailles voir tel type de personne, que tu poses tel type de questions et que tu me ramènes tel type de résultats, quoi. Ce qu'ils appellent souvent les micro-trottoirs ou des reportages à l'arrache. Alors tout n'est pas comme ça, mais c'est vrai que si vous voulez, dans ces questions d'encadrement, il y a effectivement, probablement, peut-être aussi parce que le modèle économique s'est durci, le sentiment qu'il faut davantage encadrer le travail des journalistes. Il y a aussi le fait que, et ça c'est je pense quelque chose qui est assez ancien dans la presse, le fait qu'on a très peu, par rapport à d'autres secteurs, proches, même je dirais intellectuellement, on a certainement très peu travaillé sur la question justement de la formation des encadrants. C'est-à-dire que beaucoup d'encadrants dans les médias, ce sont d'anciens bons journalistes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont se définir. Et généralement, plutôt que d'avoir une compétence en matière d'animation d'équipe, si vous voulez, de comment accompagner un jeune, comment le faire évoluer, etc., on va plutôt lui donner comme modèle « je l'ai fait, donc tu dois le faire ». Et avec cette idée aussi qui est souvent présente d'ailleurs dans les discussions lorsqu'il y a un peu des accrochages, qui est de dire écoute, je l'ai fait, donc tu le feras, et puis d'accord, c'est dur, mais les bons journalistes, ce sont ceux qui tiennent. Et là, je crois que c'est un contresens, parce qu'on peut être un excellent journaliste, avoir un énorme apport intellectuel, une énorme sensibilité, etc., et être quelqu'un de fragile, et avoir besoin d'être... Ou pas avoir la sensation de mériter ce traitement et, tout à fait, et vouloir aller ailleurs. D'où le fait que certains, aujourd'hui, vont privilégier le fait de travailler plutôt à l'extérieur des rédactions, de devenir, ce que vous évoquiez tout à l'heure, des pigistes bien payés. Effectivement, c'est des pigistes qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ont déjà un réseau professionnel et qui vont faire le choix de travailler sous forme de pige. Alors évidemment, pour certains médias, tout le monde ne commande pas des papiers longs, des reportages, etc. Mais certains le font et ça va être... Alors ce ne sont pas des journalistes, ces journalistes sont moins nombreux et souvent, si vous voulez, leur expérience
expérience leur permet, par exemple, de mieux aménager, de mieux gérer, par exemple, leurs fonds personnels, de ne pas se retrouver sans rien, de savoir quel type de matériel ils ont besoin, quel type de collaboration ils ont besoin. Et il y a quelque chose qui s'est produit aussi ces dernières années, qui est assez discret, dont on parle peu, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les collectifs de journalistes. Oui. C'est-à-dire des journalistes qui se sont regroupés, parfois pour se donner des locaux, puisqu'ils sont en tant qu'indépendants, ils n'ont pas forcément de locaux, des moyens techniques aussi, et puis pour concevoir des projets éditoriaux qu'ils vont proposer aux rédactions, mais si vous voulez, des projets beaucoup plus élaborés. Hein. Parfois d'ailleurs, certains de ces projets vont être montés et développés par le collectif, et ce c'est que dans un deuxième temps qu'un média... Prenons par exemple, vous avez un site qui s'appelle YouPress, hein, qui a développé toute une série de reportages sur l'assassinat de femmes politiques dans le monde. Hein, ça s'appelle Femmes à abattre. Eh bien, ils ont lancé cette enquête, ils ont créé... Chaque journaliste a travaillé pendant plusieurs semaines, voire des mois, sur un cas, si vous voulez, d'assassinat. Et puis, ils ont trouvé, finalement, Mediapart, qui les a accueillis pour reprendre ce média. Et en ce moment, ils travaillent, et ça aussi, c'est assez typique de ces collectifs, ils travaillent sur une forme éditoriale, en l'occurrence, une production en bande dessinée de leur reportage. Merci beaucoup pour cette enquête. On se donne rendez-vous dans quelques années pour voir si ces collectifs marchent ou si cette situation a changé. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ce sera avec Géraldine Mühlmann. Bonne soirée. Bonne soirée.